Bien, bonjour et merci beaucoup pour votre présence à cette conférence sur le bilan électrique Nouvelle-Aquitaine et ses perspectives. Donc, je suis Éric Farabaud, délégué RTE dans le Sud-Ouest. Sud-Ouest qui, au sens de RTE, couvre une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Vous connaissez sans doute RTE, mais je le repositionne brièvement. RTE donc, est le réseau de transport d'électricité. Donc notre fonction, c'est bien le transport de l'électricité et uniquement le transport. Nos clients sont tous les utilisateurs du réseau à très haute tension, à savoir d'un côté les producteurs qui sont connectés à notre réseau et y injectent leur production, et à l'aval, certains sites industriels de grande taille qui sont connectés directement à ce réseau à très haute tension, et pour le reste, les distributeurs qui, eux, vont distribuer l'électricité jusque chez les particuliers et les petites entreprises. Et nous sommes également interconnectés avec nos homologues européens au travers de lignes d'interconnexion, donc en particulier avec l'Espagne pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Donc ce transport d'électricité sur le réseau très haute tension de 400 000 à 63 000 volts, eh bien c'est un monopole naturel. Donc nous sommes de ce fait une entreprise de service public qui est régulé par la Commission de régulation de l'énergie, ce qui garantit son indépendance, sa neutralité et garantit également une validation, enfin disons une supervision de ses investissements et de ses tarifs par cette Commission de régulation de l'énergie. Alors dans cette position-là, nous avons l'avantage d'avoir une vision complète de la production et l'électricité, la production et la consommation d'électricité sur l'ensemble du territoire français, ce qui nous permet de réaliser des missions d'études pour les pouvoirs publics et plus généralement pour le public autour du système électrique, sa production, sa consommation passée mais aussi future. Donc à ce titre, nous dirons quelques mots du bilan prévisionnel que nous effectuons qui permet de proposer des hypothèses sur les évolutions du système électrique à l'avenir. Pour zoomer un petit peu sur la Nouvelle-Aquitaine, pour mémoire, à gauche, une carte symbolique du réseau électrique à très haute tension. En rouge, ce sont les grands axes à 400 000 volts. Et donc, on va reconnaître une structure ou un axe... faut bien viser. Bon. Non, ça ne marche pas. Ouais. En fait, ça marche sur le mur, mais pas sur l'écran. C'est original. Bon. On aurait préféré le contraire. Bon, donc, sur la gauche, un axe 400 000 volts qui longe toute la façade atlantique et va d'ailleurs jusqu'à l'Espagne. Partant de Bordeaux, un axe qui va vers l'est et qui arrive sur la côte méditerranéenne via Toulouse. Et puis des lignes qui remontent sur le centre de la France. Et puis une concentration du réseau 225 000 volts, notamment pour l'alimentation des grandes métropoles. En tout, sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 13 000 km de lignes aériennes et 858 km de lignes souterraines. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la longueur de ligne aérienne a plutôt tendance à baisser, alors que la longueur de ligne souterraine augmente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons de nouveaux développements du réseau à faire, nous privilégions quasi exclusivement le passage en souterrain pour des questions d'acceptabilité de nos ouvrages. Il y a 343 postes électriques qui alimentent en particulier 40 grands sites industriels, type papeterie, chimie, métallurgie, 62 sites de production. Alors sur les sites de production, bien entendu, certains sont prépondérants en volume, et ce sont les 2 centrales nucléaires présentes en Nouvelle-Aquitaine, au Blayais et à Civaux. Et pour le reste, ce sont essentiellement des barrages hydrauliques et des fermes éoliennes ou photovoltaïques. Et puis les réseaux de distribution, l'essentiel c'est Enedis, mais il y a également 2 régies municipales d'électricité. Voilà pour le paysage de notre intervention. Alors le bilan électrique 2017, donc un exercice que nous faisons annuellement, consiste à restituer l'évolution de la consommation et de la production
d'abord au niveau de la France, donc il y a un bilan électrique national, et également dans chacune des régions. Commençons par la consommation en 2017. Alors ce qui est remarquable cette année, c'est une confirmation d'une tendance qu'on voyait émerger ces dernières années, mais une confirmation de la stabilisation de la consommation d'électricité dans la région. Alors on parle ici de consommation annuelle, c'est la consommation de toute l'année qui a été agrégée. Et donc l'électricité, en 2017, il y a eu 39,5 TWh de consommés en Nouvelle-Aquitaine. Il devait y en avoir 40 l'année précédente. Non, même d'ailleurs rigoureusement pareil. Il y a deux courbes sur ce graphique. L'une en pointillé, c'est la consommation brute observée. Alors brute, c'est-à-dire vraiment la consommation mesurée. Mais cette consommation réellement mesurée varie selon les années en fonction de la climatologie de l'année, de la météorologie de l'année. Les années où il a fait froid, en général, on a plus consommé du fait du chauffage et réciproquement lorsqu'il a fait chaud. Donc pour avoir une tendance plus de fond, on corrige de cet effet météo et on obtient la courbe rose qui donc est un petit peu plus lisse et donc confirme cette stabilisation qui s'observe à peu près depuis 2010. Cette tendance, elle s'observe sur l'ensemble de la France. La consommation annuelle d'électricité en France, depuis 2010, est stable. Alors certaines régions sont légèrement en baisse, d'autres encore légèrement en hausse. La Nouvelle-Aquitaine vraiment est à l'image de la France. Alors pourquoi cette stabilisation ? Sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine en particulier, la démographie continue à augmenter, l'activité économique est plutôt dans une passe plutôt dynamique, et qui sont donc a priori des sources de consommation plus élevées. Eh bien, en regard de ces déterminants qui auraient tendance à faire hausser la consommation, eh bien c'est d'une part l'efficacité énergétique qui permet de la modérer, et puis d'autre part la nature des activités. Alors, l'efficacité énergétique, c'est quoi? Bon, c'est l'éclairage basse consommation, c'est le chauffage avec des pompes à chaleur qui sont plus performantes que les anciens radiateurs, c'est l'isolation des bâtiments, c'est l'électroménager avec son étiquetage, ses consommations unitaires qui sont en baisse. Même dans le numérique où le parc numérique, enfin c'est-à-dire tous les appareils numériques se développent en grand nombre, chaque appareil consomme moins aujourd'hui qu'il ne consommait par le passé. Et tous ces phénomènes-là tendent à compenser la hausse qui serait naturelle de la consommation. Et puis une évolution des activités aussi parce que les secteurs de consommation qui sont plutôt en croissance, disons la consommation est plutôt portée aujourd'hui par le secteur résidentiel que par les secteurs électro-intensifs de la grande industrie. Et ce qui se développe comme activité sont plutôt des activités de services moins consommateurs que les grandes industries. Alors, outre cette vision globale, nous proposons ici une répartition de la consommation d'électricité par département, où l'on constate qu'il y a un fort contraste, on pouvait s'y attendre, entre les zones des grandes agglomérations, des métropoles, donc notamment Bordeaux et puis dans une moindre mesure la zone Bayonne, Anglette, Biarritz, et puis toute la zone littorale. Pourquoi? Parce que la zone littorale, eh bien, c'est la zone qui attire une démographie croissante, notamment dans le résidentiel. En revanche, les régions rurales consomment moins et outre l'image instantanée de cette répartition, cela est valable aussi de manière dynamique. C'est-à-dire que ce qui continue à croître et à augmenter, c'est la consommation des grandes agglomérations et la consommation du littoral, alors que la consommation dans les zones rurales a plutôt tendance à se stabiliser, voire à baisser. Alors on peut faire quelques nuances concernant le rural. La consommation aurait plutôt tendance à baisser dans les petites villes. Elle reste parfois un petit peu en croissance dans les zones véritablement rurales, du fait que certaines personnes s'installent en milieu rural. Pardon. Donc là, pour l'instant, on a parlé de la consommation annuelle. Donc c'est en intégrant tout ce qui a été soutiré sur le réseau du 1er janvier au 31 décembre.
Mais ce qui nous intéresse beaucoup concernant RTE, c'est aussi la consommation instantanée, notamment lors des pics de consommation. Alors pourquoi ça nous intéresse en particulier à RTE? Parce que RTE est responsable de la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande, entre la production et la consommation d'électricité à tout instant, et à l'échelle du territoire national. Donc ces pics de consommation sont des moments d'éventuelles tensions sur le réseau électrique où il nous faut faire appel à l'ensemble des moyens de production qui appartiennent aux producteurs, mais que nous sommes habilités à solliciter au travers de mécanismes de marché qui permettent donc d'ajuster cette production au niveau de consommation. Et en 2017, nous avons effectivement connu une pointe de consommation importante le 20 janvier avec 9600 MW. Donc en 20 janvier, si vous vous souvenez, il y avait une vague de froid assez sévère qui nous avait d'ailleurs amené, y compris à faire relayer par les médias et avec l'appui des pouvoirs publics et de l'ADEME, des messages pour nous inciter tous collectivement à modérer, tant que faire se peut, les consommations. Alors cette pointe n'a toutefois pas atteint celle qui avait été atteinte en 2012. En 2012, il y avait une vague de froid encore plus sévère. Alors ça signifie d'une part que malgré la stabilisation de la consommation tendanciellement et annuellement, nous restons exposés à ces pointes de consommation qui relèvent d'abord d'aléas météorologiques. Donc on n'est pas rien ne nous dit que dans quelques années, il n'y aura pas à nouveau des vagues de froid importantes. Et de ce point de vue-là, il faut continuer à disposer des moyens de faire face à ces pointes de consommation. Alors pour y faire face, on dispose effectivement de la production sur le territoire français, mais le cas échéant, on fait appel lors de ces vagues de froid à des importations. Et en l'occurrence, en janvier 2017, on a importé de l'ordre de jusqu'à 2500 MW depuis l'Espagne pour contribuer à l'équilibrage de la consommation française. Donc 2500 MW qui sont venus par la ligne que je vous montrais tout à l'heure sur la façade atlantique, mais également par les lignes équivalentes qui sont situées en Catalogne et puis aussi dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, donc les importations. Et puis, comme je le disais, de plus en plus, nous participons à la sensibilisation des habitants pour contribuer à modérer leur consommation au travers d'éco-gestes. Donc les messages sont simples, hein, mais c'est penser à éteindre la lumière derrière soi, ne pas laisser les appareils en veille, ne pas pousser trop fort les thermostats de chauffage. Et dans ce travail-là, nous travaillons étroitement avec les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, l'ADEME, etc. Donc voilà sur la consommation. Alors le mode de présentation rend pas forcément facile d'intervenir pour des questions. S'il y avait une question précise sur la consommation, vous pouvez la poser maintenant. Sinon, on aura un temps d'échange avec le micro à la fin de la présentation. Alors, quelques mots sur la production. Donc la production, on le disait tout à l'heure, elle est assez diversifiée avec des filières complémentaires qui ont des caractéristiques très diverses. Je citais donc les deux centrales nucléaires. Ça marche toujours pas mieux. Bon. Les deux centrales nucléaires, donc le Blayais et Civaux. Pour le reste, on trouve de l'hydraulique naturellement dans les Pyrénées et puis dans l'ouest du Massif central. Beaucoup de solaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc la Nouvelle-Aquitaine est la première région de France pour son parc de production solaire. Et puis de l'éolien. Et donc on constate sur cette carte que la répartition aujourd'hui du solaire et de l'éolien est pour l'instant plutôt solaire sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine, en gros l'ex-région Aquitaine, et l'éolien est plutôt dans l'ex-région Poitou-Charentes. Mais il y a une tendance progressive au rééquilibrage.
puisque l'éolien et le solaire continuent à se développer, et en particulier l'éolien a marqué un regain de dynamique en 2017 avec une augmentation de sa capacité de 27%. Le solaire continue à croître avec 17,9% de parc installé supplémentaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le solaire a dépassé les 2000 MW de capacité de production et l'éolien a atteint 875, il vient d'en avoir à peu près 600 l'an dernier. Et donc, comme je le disais, avec une répartition plus homogène sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, ces développements qui répondent en partie aux ambitions de la région s'inscrivaient dans ces ambitions qui étaient portées jusqu'à présent par les SRCAE, les schémas régionaux climat, air et énergie, qui envisageaient des volumes de l'ordre de 3000 MW sur l'éolien à l'horizon 2020 et 2848 MW de solaire à l'horizon 2020 lorsqu'on cumule les objectifs des anciennes ex-régions qui composent aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, ces objectifs vont être revisités dans le cadre des futurs SRADET auxquels RTE va contribuer au même titre qu'un grand nombre d'acteurs du système électrique en concertation pour justement établir contribuer à éclairer la fixation de ces objectifs futurs et surtout, pour ce qui nous concerne à RTE, en déduire les zones potentielles de localisation de ces énergies renouvelables afin d'adapter le réseau au travers de schémas de raccordement qui existent aujourd'hui mais qui vont donc être actualisés au regard de ces prochains SRADET. Alors un mot sur ces capacités. Donc, comme ordre de grandeur, les centrales nucléaires, par exemple, les tranches de centrales nucléaires, c'est 900 MW pour les plus anciennes, 1300 pour le palier 1300, 1450 pour celle de Civaux, par exemple. Donc, en capacité installée, on obtient des ordres de grandeur qui sont à peu près équivalents. Toutefois, bien entendu, l'éolien et le solaire ne produisent pas tout le temps. Et donc, l'énergie produite grâce à ces capacités installées ne correspond pas à la puissance installée multipliée par les 8760 heures de l'année. Et on calcule pour cette équivalence ce qu'on appelle un facteur de charge. Ce facteur de charge, c'est en fonction du vent ou en fonction du soleil, ça revient à dire quel est le niveau de production moyen sur l'année compte tenu des conditions météo. Ce facteur de charge pour la Nouvelle-Aquitaine, concernant l'éolien, il est de 17,4%. Donc ça veut dire qu'avec 875 MW, on produit en moyenne 150 MW à peu près. Ou alors ça veut dire qu'on produit 875 MW, mais seulement pendant 17% du temps. Enfin, on peut se le représenter comme on souhaite. De même pour le solaire, il est de 15,5% du fait de l'alternance jour-nuit essentiellement. Et de la nubulosité certains jours. Donc ça, c'est un point important parce que tout à l'heure, on va parler un petit peu de prévision, de perspective, notamment au travers du bilan prévisionnel. Et un des entrants du bilan prévisionnel pour la France, c'est aussi la politique de réduction du parc nucléaire, qui s'adosse aussi à des hypothèses en regard de développement des énergies renouvelables. Et il convient donc de rappeler que pour la fermeture d'une centrale nucléaire, le volume de production éolien ou solaire qui permet de le compenser pour avoir la même quantité d'énergie, indépendamment du fait que ça produit de manière intermittente, eh bien, ce chiffre, plutôt avec un facteur 3 pour l'éolien et plutôt avec un facteur 5 pour le solaire. Donc là, on était sur les capacités installées. L'électricité produite avec ces capacités installées, eh bien, elle est donnée dans ce tableau. Donc, sans surprise, le nucléaire, grâce aux deux centrales de Civaux et du Blayais, produit plus de 80% de l'électricité de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. C'est à peu près à l'image de la France, de la France globalement.
L'hydraulique. Alors l'hydraulique, malheureusement, l'an dernier, enfin malheureusement, ça dépend parce que, enfin malheureusement pour les producteurs d'hydraulique, mais heureusement pour les touristes, l'hydraulique a eu une mauvaise année l'an dernier. Il a moins plu qu'à l'accoutumée. Donc la production hydraulique a baissé de 27% par rapport à l'année 2016. On voit que c'est très fluctuant. D'une année sur l'autre, on fait plus 20%, moins 20% de production hydraulique selon les conditions de pluie et d'enneigement. Donc peu d'hydraulique l'an dernier. L'éolien et le solaire, eh bien, ils ont augmenté significativement, d'une part à cause du parc installé, mais aussi des conditions météo. Et dans l'ensemble, la production en Nouvelle-Aquitaine a augmenté de 5%. À noter que la Nouvelle-Aquitaine est aussi une région très bien positionnée pour les bioénergies, notamment en lien avec les papetiers. Alors tout à l'heure, on avait montré la répartition de la consommation. Et bien là, voici la répartition de la production par département. Alors il y a deux gros ronds qui correspondent donc aux deux centrales nucléaires. Les productions dans les autres départements sont liées essentiellement à l'hydraulique dans les Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze, et puis pour le reste donc au solaire et à l'éolien. Alors si mentalement on superpose cette carte de la production avec celle de la consommation de tout à l'heure, bon, on a quand même deux ronds qui se situent tous les deux en Gironde. Donc consommation de Bordeaux et production du Blayais. Pour le reste, ça ne correspond pas particulièrement. Et c'est vrai sur toute la France. Et c'est le rôle justement du réseau de transport que de répartir la production vers les zones de consommation. Alors, deux indicateurs clés, et finalement c'est ce qu'on peut retenir de la situation de la Nouvelle-Aquitaine. Si on cumule donc toute la production, toute filière confondue, on produit à peu près un tiers de plus en Nouvelle-Aquitaine, un tiers de plus qu'on ne consomme. Donc c'est une région qui est structurellement plutôt exportatrice de production électrique. Concernant les énergies renouvelables, en tenant compte de l'hydraulique, donc c'est hydraulique plus éolien, solaire, bioénergie, les énergies renouvelables couvrent à peu près 18% de la consommation de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un chiffre qui finalement se trouve être le même que celui de la France globalement. Donc de ce point de vue, la Nouvelle-Aquitaine est à l'image de l'ensemble du territoire. Donc sans se lancer dans trop de comparaisons interrégionales, mais pour le mentionner néanmoins, l'Occitanie produit, produit un petit peu moins qu'elle ne consomme, donc plutôt 95% de ce qu'elle consomme. Par contre, la part d'énergie renouvelable, du fait qu'il y a toute la chaîne des Pyrénées jusqu'à la côte méditerranéenne en Occitanie, la part des énergies renouvelables atteint 35% en 2017 et a atteint 40% l'an dernier. Donc là, jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de production et de consommation annualisées. Et on a vu que déjà, en valeur annuelle, on ne produit pas particulièrement à l'endroit où on consomme. Et puis d'une année sur l'autre, ça peut être variable. Et puis il y a les pointes. Là maintenant, on peut regarder l'équilibre production-consommation à un pas de temps beaucoup plus fin. Donc là, ce sont les courbes heure par heure qui sont représentées sur 2 semaines différentes de l'année 2017. Et qui montrent que selon les saisons, selon les heures, eh bien,
affirmation selon laquelle on produit plus qu'on ne consomme en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, se vérifie ou pas. Il y a des moments où la Nouvelle-Aquitaine est clairement excédentaire, pendant des périodes assez longues, et puis des moments où elle passe déficitaire en fonction des conditions météo. Donc en octobre, par exemple, donc en rose, ce sont les consommations, en gris, c'est la somme de toutes les productions de la région. Eh bien, en octobre, on produisait plus, jusqu'à 50% de plus que ce qui était consommé, alors qu'au mois de janvier, qui était cette période de vague de froid, eh bien, la consommation de la région était supérieure à ce que la région pouvait produire. Donc ça illustre également la nécessité le rôle en tout cas du réseau de transport pour connecter cette région à ses voisines, mais aussi à l'Espagne, puisque comme je le disais, l'équilibre, notamment en période de vague de froid, dépend aussi d'approvisionnements qui se font via des imports-exports entre pays européens. Donc pour la Nouvelle-Aquitaine, ces flux avec les régions voisines se traduisent, ramenés là, à nouveau en valeur annuelle, par une situation plutôt exportatrice vers l'Espagne. Mais je précise, ce n'est pas la Nouvelle-Aquitaine en tant que telle qui exporte vers l'Espagne, c'est la France exporte vers l'Espagne et ça passe par la Nouvelle-Aquitaine. Une situation exportatrice également vers la Bretagne qui est historiquement une région où il y a peu de moyens de production électrique comparé à sa consommation, même si ça a tendance à changer, à évoluer du fait que la Bretagne a un programme ambitieux en matière de développement éolien et énergie renouvelable. Et puis une situation plus équilibrée avec les régions situées à l'est. Donc en tout, un solde exportateur d'une dizaine de térawattheures. Donc on se rappelle, c'était 39 térawattheures de consommation. Donc on retrouve cet ordre de grandeur du tiers. Bon, je passe quelques détails de calcul technique, mais on retrouve cet ordre de grandeur des exportations correspondant à une production supérieure à la consommation. Alors quelques mots sur sur le rôle de RTE et l'activité de RTE pour accompagner ces équilibres production-consommation. Donc en 2017, RTE a investi 133 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine pour adapter le réseau. Quel type d'adaptation? Quels sont les drivers de cette adaptation? Eh bien, c'est d'abord l'adaptation au développement des énergies renouvelables. Alors, ça veut dire que l'énergie renouvelable, il faut d'une part les connecter au réseau, les raccorder. Donc là, on retrouve les enjeux du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et puis, s'assurer que le réseau amont, au-delà du raccordement, est suffisamment dimensionné pour laisser passer la production de ces énergies jusqu'aux zones de consommation. Ce n'est pas le seul driver. Il y a un accompagnement également de la dynamique économique des territoires. Donc, une belle expression, enfin ça veut dire en gros les agglomérations ou les métropoles dont l'activité continue à se développer eh bien, font l'objet de renforcement de leur alimentation électrique. Et un point important qui est vraiment un changement de paradigme dans notre approche du développement de réseau, c'est on a dit la consommation en tant que telle n'est plus, est plutôt en voie de stabilisation. Donc on n'est plus dans une approche où il y a une croissance en quelque sorte fatale de la consommation qui fait qu'il faudra toujours plus de moyens de production et donc de réseaux, etc. Là, on est plutôt dans une reconfiguration avec des moyens de production centralisés qui laissent de plus en plus une place s'ouvrir pour des moyens de production décentralisés, donc répartis sur tout le territoire, qui font remonter leur production sur notre réseau et qui donc se reconfigurent. Et l'enjeu, c'est d'essayer d'optimiser, de ne pas surdimensionner les infrastructures pour accueillir cette production, mais plutôt utiliser au mieux les infrastructures existantes en y rajoutant notamment de l'intelligence de réseau, c'est-à-dire en rajoutant des technologies numériques qui vont permettre de piloter mieux les flux et gérer par exemple des pics de consommation éolienne avec le réseau existant sans avoir eu besoin de surdimensionner à l'avance les lignes du réseau. Donc j'y reviendrai un petit peu.
Et donc notre ambition aujourd'hui, c'est bien, grâce à ces moyens de flexibilité et ce développement du numérique, de coupler finalement, d'articuler le fonctionnement du réseau électrique avec un réseau numérique de pilotage de ces différents modes de production et de consommation. Alors justement, c'est un exemple ici de ces investissements et de l'enjeu du numérique. Pour l'avenir, là, pour les 5 années qui viennent, 4 ou 5, on a un programme d'investissement qui est de l'ordre de 550 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine, avec pour la plupart des projets d'infrastructure, mais aussi des solutions donc innovantes et flexibles pour gérer ces variations de production liées aux productions intermittentes. Alors je vais en donner un petit exemple d'une solution dite intelligente. Par exemple, une ligne électrique traversée par un flux électrique a tendance à s'échauffer, et en s'échauffant, elle se détend. Et en se détendant, elle pourrait se rapprocher du sol, et c'est le critère qui fait que nous limitons le transit sur ces lignes pour respecter les enjeux de sécurité des biens et des personnes. Alors, on peut faire ce calcul dans les conditions les plus défavorables, en se disant, voilà, le jour où il fait le plus chaud et où il y a le maximum d'électricité qui transite sur la ligne, eh bien, la ligne va atteindre son point bas, et donc il faut limiter le transit systématiquement à la valeur qui lui ferait atteindre ce point bas, indépendamment de toute autre condition. Donc, on se met dans les conditions les plus défavorables, et si on fait ça, il y a des fois où finalement on va transiter assez peu d'électricité, alors que peut-être ce jour-là, comme il fait très froid dehors, ou qu'il y a du vent et que ça refroidit la ligne, on aurait pu se permettre de transiter plus, sans que la ligne ne se détende. Donc ce qu'on va faire, c'est installer des capteurs sur les lignes qui vont nous donner en temps réel l'état exact de la ligne, de sa température, du vent, de sa flèche éventuellement, de sa hauteur, pourquoi pas, et grâce à ces capteurs, pouvoir adapter en fonction des conditions réelles la quantité d'électricité qui passe dessus. Et ça peut nous permettre ponctuellement de gagner jusqu'à 30% par exemple de sa capacité par rapport à une approche normative. Et ça tombe bien parce que par exemple quand il y a du vent, c'est là où les éoliennes produisent plus, et bien c'est là où les lignes se refroidissent mieux, donc autant en profiter. Et donc ainsi on va utiliser au mieux une ligne qui existe déjà plutôt que de calculer dans quelles conditions le parc éolien produirait le maximum, et il faudrait dimensionner la ligne sous cet angle. Voilà. Alors il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle des smart wires qui permettent d'orienter un peu les flux. Je dis un peu parce que l'électricité, c'est pas comme l'eau avec des vannes où on peut... voilà. L'électricité, elle obéit à des lois dites de Kirchhoff, ça veut dire qu'elle se répartit sur le réseau selon des lois physiques, donc ce n'est pas des lois votées au Parlement qu'on peut changer. Et on a très peu de prise sur l'orientation de ces flux. Mais néanmoins, avec les nouvelles technologies, on arrive, par exemple aujourd'hui, à développer des modules qu'on peut poser sur les lignes, alors qui ont l'avantage en plus de prendre peu de place et de pouvoir être réinstallés, etc. Donc une grande flexibilité. Et ces modules permettent par exemple de régler le niveau de transit sur la ligne dans une plage de 10%. C'est déjà un progrès par rapport à ne rien pouvoir faire sur la quantité d'électricité transitée. Voilà, alors il se trouve que un panel de ces expérimentations est en cours de déploiement dans le Lot et Garonne. Et donc on peut voir ce type d'appareil sur les lignes actuellement. Alors un autre exemple des investissements réalisés, c'est autour de l'accompagnement du développement des métropoles. Donc, comme nous sommes à Bordeaux, on a mis en avant Bordeaux, mais on a aussi des enjeux autour de Bayonne, Anglet, Biarritz ou de Limoges, etc. Donc là, par exemple sur Bordeaux, ces dernières années, on vient d'achever un programme de renforcement de sécurisation de l'alimentation de la ville de Bordeaux qui
qui s'élevait à hauteur de 120 millions d'euros. Donc nous, le premier enjeu au titre de notre mission, c'est d'assurer la continuité et sécurité d'alimentation. Donc c'est de faire que l'ossature qui permet d'alimenter Bordeaux soit bien dimensionnée au vu de ses perspectives de consommation. Mais ce faisant, à côté de cet enjeu d'alimentation électrique, il y a aussi tous les enjeux des territoires que nous prenons en compte, qui sont les enjeux d'urbanisation, de libération de foncier, etc. Et qui amènent nos interlocuteurs assez souvent à solliciter des déplacements d'ouvrages ou des mises en souterrain ou autres. Alors, c'est dans ce sens-là que nous travaillons également donc, avec les communes, les communautés de communes, les métropoles, pour voir dans quelle mesure il est possible d'adapter l'implantation même du réseau aux besoins des collectivités. Alors, ceci relève plus d'un besoin qui est local, donc ne s'inscrit pas systématiquement dans le plan de développement du réseau et donc doit faire l'objet de discussions spécifiques avec les collectivités demandeuses. Et il y a un cadre pour cela, notamment le cadre dit du MESIL, mise en souterrain d'initiative locale, qui permet à une collectivité de solliciter RTE, par exemple, pour mettre en souterrain une partie de ligne, avec un cofinancement éventuel de RTE à ce financement qui, à l'origine, répond à une demande de la collectivité territoriale. Donc, pour mémoire, en 2017, on a eu une opération importante de dévoiement d'une liaison oléostatique pour la construction du nouveau pont Simone Veil à Bordeaux, qui était une opération de grande envergure. Alors un dernier exemple, alors là il n'est pas dans les 550 millions de 2022 parce que d'une part il est un peu plus tardif et puis c'est un projet vraiment de très grande envergure. C'est ce projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne. Donc je disais tout à l'heure, on échange avec l'Espagne dans les deux sens. Hein. Là tout à l'heure je citais les moments où on a besoin des imports espagnols, mais sur l'ensemble de l'année la France demeure plutôt exportatrice vers l'Espagne. Et les liaisons d'interconnexion actuelles sont utilisées, je dirais, à plein. Quand je dis à plein, ça veut dire qu'en fait, 75% du temps, les flux d'électricité saturent ces liaisons d'interconnexion, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est plus souvent dans le sens France vers Espagne, 2 tiers du temps, mais aussi 1 tiers du temps dans le sens Espagne vers France. Donc il y a un intérêt à renforcer la capacité d'interconnexion avec l'Espagne. Et le projet qui aujourd'hui est sur le devant de la scène, c'est l'option de renforcer cette interconnexion par une liaison entièrement souterraine et sous-marine qui relierait directement la zone de Bordeaux à la zone de Bilbao en Espagne. Donc ça signifie une liaison souterraine depuis un poste situé au nord de Bordeaux, là, côté de Cubnezet, qui serait en souterrain jusqu'à la mer, qui de là passerait en sous-marin, alors sans que ce soit visible d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas, au niveau du passage souterrain, sous-marin, il n'y a pas de poste électrique, c'est juste un genre de domino souterrain qui permet de passer d'un type de câble à un autre, et ensuite longerait la façade atlantique pour ressortir à proximité de Bilbao. Donc c'est un projet ambitieux qui répond à des enjeux franco-espagnols et même européens, puisqu'en fait c'est quelque part un équilibrage de production et de consommation au niveau européen qui est recherché, de manière à pouvoir bénéficier aussi du développement des énergies renouvelables, de la mer du Nord avec les champs éoliens en mer du Nord, de l'Espagne également. Enfin bon, il y a une mutualisation au niveau européen qui est de plus en plus qui est un enjeu de plus en plus important dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Alors comme c'est un projet d'enjeu européen, il est subventionné par la Commission européenne et reconnu projet d'intérêt commun, ce qui garantit aussi une limitation, un plafond d'investissement
pour RTE et donc pour le consommateur français qui n'y sera pas de sa poche, en quelque sorte, pour la réalisation de ce projet bénéficiant à l'ensemble des Européens. Combien de temps ? Alors, quelques mots sur des enjeux plus locaux. Tous ces investissements, c'est aussi des retombées économiques pour les territoires. Hein. Donc, nous nous efforçons dans ces projets de faire intervenir des entreprises locales, des fournisseurs locaux. Alors notamment au travers grâce au lotissement des projets, grâce à la prise en compte d'un intérêt de proximité pour les limitations de CO2 ou autres. Alors c'est plutôt dans le BTP qu'on va pouvoir trouver des fournisseurs locaux. Bien entendu, le câble sous-marin du golfe de Gascogne, c'est plutôt une entreprise internationale qui va le réaliser. Mais donc il y a aujourd'hui 27 millions d'euros qui ont été, l'année dernière, qui correspondent à des achats auprès d'entreprises basées en Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des retombées fiscales, une cinquantaine de millions d'euros au bénéfice des collectivités territoriales. Et puis, je dis au travers de ces projets, voilà, c'est 15 à 25% des investissements sur un projet qui font travailler des entreprises locales. Alors c'est plutôt 15 pour les lignes, parce que les lignes, c'est essentiellement le câble. C'est plutôt 25 lorsque c'est un poste électrique que nous construisons, parce que là, il y a plus de travaux, justement, de terrassement et de BTP. C'est aussi une présence dans l'économie de nos propres salariés, déjà 370, et des emplois que nous induisons au travers de ces entreprises et des chantiers que nous menons. Donc 3300 emplois directs, indirects et induits, avec une politique aussi de participation à l'insertion professionnelle et à la formation. Donc nous accueillons aussi des alternants à RTE. Autour de ces projets, beaucoup d'enjeux aussi d'intégration dans l'environnement de nos ouvrages, donc des partenariats avec les parcs nationaux, le parc national des Pyrénées, les parcs régionaux, les conservatoires d'espaces naturels, les villes, avec lesquelles nous travaillons à l'intégration de nos ouvrages et à d'éventuels aménagements sous les lignes, puisqu'en fait, les emprises de ligne, et ça c'est particulièrement intéressant notamment dans la forêt des Landes, les emprises de ligne, c'est aussi des espaces des espaces naturels un peu particuliers et parfois non aménagés justement, enfin en tout cas qui sont ni en agriculture ni urbanisés et qui permettent de préserver certains biotopes particuliers qui hébergent des espèces parfois rares. Les données que j'ai présentées ici sont pour la plupart en open data. Elles se retrouvent sur une plateforme open data que nous co-gérons désormais avec nos amis du gaz, donc GRT Gaz, Terega ex-TIGF, et puis une application Ecodemix qui est téléchargeable sur l'application mobile gratuitement, qui donne qui donne en temps réel la consommation et la production de la France, de la Nouvelle-Aquitaine et même de Bordeaux. Donc si vous voulez savoir combien on consomme à Bordeaux à l'heure où je vous parle, vous pouvez le trouver sur Ecodemix Métropole Bordeaux. Voilà, donc là j'ai brossé tout le panorama, le panorama 2017 du système électrique. Si vous n'êtes point trop lassé, je peux dire quelques mots des perspectives futures. Alors que je ne vais pas prendre le temps, d'ailleurs, je ne vais pas forcément tous les éléments non plus, de détailler jusqu'au bout. Donc je vais vous citer déjà, faire la publicité de ce document de référence, reconnu comme de référence en fait, qui est le bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité en France, qui existe avec une version synthétique d'une trentaine de pages, mais dont la version complète en fait quand même 400, et qui est très détaillée, notamment sur des hypothèses de production, de consommation, des équilibres, y compris des analyses économiques du coût des différents scénarios.
Et donc ce bilan, qui correspond à une mission relevant de la loi de transition énergétique, vise à, d'une part, alors il se fait sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de savoir si on aura demain la production suffisante pour couvrir la consommation. Avec deux angles successifs. Un premier sur les 5 ans à venir, où là c'est vraiment l'enjeu de sécurité, et là, notre mission c'est d'alerter le cas échéant les pouvoirs publics s'il s'avérait que le parc de production français ne suffisait pas à couvrir la consommation telle qu'on la voit dans les 5 ans qui viennent. Et puis une partie plus prospective à l'horizon 2035, où là il s'agit d'éclairer différents scénarios possibles que ensuite les pouvoirs publics peuvent intégrer dans leurs hypothèses pour faire les choix politiques de politique énergétique qu'ils souhaitent. Donc on y trouvera des hypothèses et des perspectives sur le mix électrique, sur la consommation, sur les émissions de CO2 associées, sur les échanges, etc. Alors un exemple pour être un peu plus concret quand même, voici les trajectoires entrantes en termes de consommation imaginée sur les années futures. Donc jusqu'à l'horizon 2035. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons un faisceau de trajectoires qui a comme caractéristique remarquable ici d'être essentiellement orienté à la baisse ou à la stabilisation. La consommation, alors la tendance globale à la baisse est clairement liée aux analyses d'efficacité énergétique, à des hypothèses qui sont construites bottom-up, de bas en haut, c'est-à-dire que les études sont faites sur par exemple des parcs de logements, sur des consommations unitaires de chauffage, sur l'isolation des bâtiments, sur les consommations unitaires électroménagers, etc., des consommations des processus industriels, associées à des contextes économiques, croissance de PIB, volume d'activité dans les différents secteurs industriels, etc. Et pour la première fois depuis qu'on fait cet exercice de bilan prévisionnel, qui remonte déjà à plus de 10 ans, le faisceau des prévisions est clairement orienté à la baisse, avec, pour la consommation le scénario le plus haut, une remontée qui correspond au développement du véhicule électrique. Donc, par exemple, dans ce scénario de consommation haute, on envisage à 2035 15 millions de véhicules électriques en France. Alors comme on a un devoir d'alerte, on prend un garde-fou, donc on a aussi paré les scénarios par une croissance, une consommation maintenue au niveau actuel que nous avons étudié sur les années qui viennent. Donc ça, ce sont des trajectoires alors, qui sont construites en concertation. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on fait ces exercices-là, on réunit dans le tour de table des acteurs du système électrique, mais aussi des associations, les pouvoirs publics. Tout ça se fait sous l'égide de la DGEC, des économistes. Et ce résultat est une médiane de tout ça. Deux autres exemples de ces trajectoires concernant la production. Ici, trajectoire possible d'évolution du parc nucléaire. On a fait 4 scénarios, 5 scénarios. Un premier scénario correspond à l'application stricte de l'atteinte de l'objectif 50% de nucléaire en 2025. Et donc il s'arrête à 2025, ce scénario rouge, et on a mis en évidence qu'on pouvait tenir l'équilibre offre-demande en atteignant 50% de nucléaire en 2025, mais il fallait pour cela maintenir en service les centrales au charbon dont il est pourtant prévu de les fermer, et développer également des moyens de compensation, sachant que les plus rapides à développer seraient les moyens thermiques au gaz. Donc voilà pour ce scénario court terme. Sinon, sur les 5 autres trajectoires, il y a un scénario de réduction du parc nucléaire. Enfin, les différents scénarios de réduction du parc nucléaire correspondent
soit à une trajectoire volontariste de réduction du nucléaire au prorata des énergies renouvelables qu'on développe. C'est-à-dire, en fait, il y a des énergies renouvelables qui se développent et dès qu'on a suffisamment d'énergie renouvelable, on ferme au fur et à mesure les centrales nucléaires au regard. Un autre scénario pour aller en quelque sorte plus vite dans une décroissance nucléaire consiste non seulement à s'appuyer sur les énergies renouvelables qu'on développe, mais à développer en plus des centrales thermiques au gaz pour pouvoir fermer encore plus vite les centrales. Un scénario plus lent, au contraire, consiste à dire on développe les énergies renouvelables, mais le nucléaire, tant qu'il a des débouchés économiques, ben, il n'est pas nécessaire de... Enfin, il y aura une perte économique à le fermer, donc on va le laisser en quelque sorte s'arrêter, enfin se fermer au gré des opportunités économiques, ce qui fait une réduction beaucoup plus lente du parc nucléaire. Et enfin, un scénario beaucoup plus drastique, où là, c'est une application systématique de la fermeture des centrales à l'échéance de leurs 40 ans de service, si c'était la volonté politique qui émergeait. Voilà. Donc voilà comment sont construits ces scénarios sur le parc nucléaire. Sur le parc éolien, enfin non, là c'est un exemple sur l'éolien, mais c'est plus général pour les énergies renouvelables. Là, il s'adosse aux hypothèses antérieures de la PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, qui propose des scénarios ambitieux en matière de développement des ENR, qui prévoit néanmoins une possibilité qu'il y ait une fourchette basse. Donc le scénario souhaité au travers de la PPE, c'est le vert. La fourchette basse de la PPE, c'est le violet. Et puis, pour parer tout risque, on prend aussi un scénario bleu ciel qui serait la prolongation à l'identique des dynamiques réalisées jusqu'à présent. Donc, voilà, c'est qu'un exemple des déterminants. Il y en a d'autres. Il y a aussi les prix du CO2, les prix du combustible, les interconnexions, la capacité d'échange, le parc disponible en Europe, etc. Donc pour tout ça, on a construit un certain nombre de trajectoires et ensuite on les a croisées de manière cohérente, parce que si on croisait toutes les trajectoires, on peut obtenir, je ne sais plus combien on avait calculé, mais 15 000 variantes, je crois. Enfin, 150, non, 150, bon bref. Et enfin, donc on les a rassemblées de manière cohérente, c'est-à-dire la construction des scénarios finaux, par exemple, elle va croiser une consommation forte liée à un PIB fort, mais le PIB fort permet aussi d'être plus actif dans le développement des énergies renouvelables. Donc on va mettre en même temps consommation forte, PIB fort, énergie renouvelable forte. A contrario, un scénario plus timoré serait consommation plutôt business as usual, mais peu de moyens pour une dynamique vraiment de transition du mix énergétique. Deux scénarios, donc Ampère, c'est celui dont je parlais avec le fait que c'est le nucléaire qui se développe au rythme du développement des énergies renouvelables. Et je vais souligner également le scénario Volt, qui est celui où le nucléaire se réduit, mais tout en tenant compte de son évolution naturelle au plan économique. Les deux scénarios RC-Watt sont des scénarios où la décroissance du nucléaire est plus rapide, mais elle nécessite en regard le développement de moyens thermiques. Si bien que dans ces scénarios, alors Ampère, donc fort développement du renouvelable, 16 réacteurs fermés d'ici 2035, Volt, seulement 9 réacteurs fermés d'ici 2035, mais dans ces deux scénarios, aucun moyen thermique développé en compensation. A contrario, les scénarios Hertz et Watt, fermeture plus rapide, enfin plus forte en tout cas du parc nucléaire, 25 et 52, mais développement du gaz et émissions de CO2 qui au mieux se stabilisent, voire augmentent. Et ce sont ces scénarios Ampère et Volt, donc fondés sur une décroissance du nucléaire adossée exclusivement aux renouvelables, qui sont mis en avant par les pouvoirs publics pour être approfondis dans le cadre de la
programmation pluriannuelle de l'énergie et des débats donc dits PPE qui sont en cours. Alors on trouvera, mais je vais vous renvoyer au document complet, mais on trouve dans ces analyses des analyses donc structurelles sur l'évolution de la consommation en fonction des nouveaux usages, des hypothèses sur le développement des véhicules électriques, avec donc notamment cette hypothèse haute, 15 millions d'unités en 2035, qui correspond à à 35 TWh à peu près de consommation, donc presque 7-8% de la consommation française. Tertiarisation de l'économie. Voilà, bon. Alors, un dernier mot, c'est, je crois, mon dernier transparent. Ça, c'était une vision nationale. Et en Nouvelle-Aquitaine, comme dans toutes les régions, on a évoqué tout à l'heure la mise en route des schémas régionaux de développement durable et d'équité des territoires, là, les SRADET, qui sont porteurs d'ambitions justement propres à la région en matière de renouvelables, d'efficacité énergétique, etc. Et notre approche vis-à-vis des régions pour ces SRADET, c'est de mettre à disposition les données, ou en tout cas l'expertise, les analyses qu'on a menées au niveau national pour éclairer le réalisme, les hypothèses et leur éventuelle reconsolidation avec des objectifs transrégionaux, quoi, si je puis dire. Et donc, par exemple, un des entrants de la discussion, c'est de proposer aux régions, et en l'occurrence la Nouvelle-Aquitaine, une déclinaison de ces trajectoires de consommation à la maille de la région, en tenant compte de ses spécificités démographiques, économiques, le secteur industriel, part du secteur industriel, ambition de la région en matière de véhicules électriques, etc. Et donc on obtient naturellement des formes similaires, mais ce qui sera intéressant pour l'analyse future, c'est les quantités d'électricité. Et derrière, nous, ce qu'on peut faire comme apport à ces études-là, c'est de simuler ce que ça donne pour une région en prenant en compte la dimension temporelle, c'est-à-dire pas seulement l'équilibre annuel production-consommation, mais de dire, ben voilà, si il y a telle structure de consommation, quelles seront les courbes de charge, quelles seront les pointes de consommation, quelles seront la forme des consommations, notamment du fait qu'il y a du véhicule électrique, etc. Quelles seront en regard la forme des productions éoliennes, solaires, selon les ambitions de la région, et du coup, quelle est la situation de la région en matière de surplus, enfin d'excédent ou de déficit de production par rapport à sa consommation, et comment on le gère. Et c'est là que le débat devient intéressant. Dans quelle mesure le réseau permet de mutualiser ces écarts avec les autres régions, avec l'Espagne, etc. Dans quelle mesure il peut être intéressant de développer en parallèle aussi du stockage, voire d'autres moyens à plus long terme sur la gestion de la variabilité des situations d'équilibre offre-demande régionaux.